Bienvenue chez moi, dans ma cuisine, pour cette fois-ci un cours sur la boulangerie sans gluten, comment réussir parfaitement à la maison un pain sans gluten, que ce soit autant au four traditionnel que dans une machine à pain. J'ai décidé vraiment de vous faire part et de vous faire comprendre l'importance tout d'abord des paramètres en boulangerie. Parce que la boulangerie, en réalité, c'est une forme de science, c'est de la chimie alimentaire. Et pour bien réussir un pain sans gluten, même s'il aurait été avec gluten, on comprend que la boulangerie, à la base, c'est une science. Mais le sans gluten, c'est encore plus complexe. Et les paramètres ont une importance cruciale pour la réussite de notre pain. Donc, il s'agit vraiment de chimie alimentaire. Et la vidéo qu'on fait présentement va se faire en 4 parties. Donc, il va y avoir la partie des paramètres, comprendre le rôle de chacun d'entre eux dans une recette de boulangerie. Ensuite de ça, je me suis amusée. Je me plais toujours à dire à mes élèves que la journée où on est capable consciemment de rater un pain, ça fait drôle à dire, hein? Parce que ce qu'on veut le plus, c'est réussir un pain sans gluten. Mais la journée où on est capable consciemment de changer les paramètres pour ne pas réussir un pain, c'est la journée où on a vraiment, vraiment compris leur importance à chacun d'entre eux et leur rôle. Et donc, la seconde partie du vidéo, je me suis amusée à réussir, mais aussi à rater des pains pour vous montrer à quel point, dès qu'on change un petit quelque chose dans un des paramètres de la recette, à quel point on peut avoir un échec vraiment de cette recette-là. Ensuite de ça, on démystifie les machines à pain. J'ai réussi une recette vraiment merveilleuse qu'on va faire ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas de machine à pain à la maison, alors à ce moment-là, réussir tout simplement au four traditionnel, un pain sans gluten délicieux, moelleux, tendre à souhait, qui va plaire à toute la famille. Voilà. Je commence sans plus tarder pour les paramètres de la boulangerie. On s'entend qu'une recette est habituellement faite de farine, d'eau, de levure, de sucre. Parfois, on a des œufs, on a du sel, tout ça. Donc, quel est le rôle de chacun de ces ingrédients-là? Je commence par la farine, donc qui est vraiment la base de faire du pain. Sans farine, il n'y a pas de pain. Je vous présente la tout usage, la merveilleuse de Cuisine l'Angélique. C'est une farine que j'ai mis 6 ans à créer. C'est vraiment une interaction chimique des ingrédients qui la composent. Elle est faite de riz brun, sarrasin, quinoa, amaranth, lin moulu. C'est une farine qui est très nutritive, qui est également source d'oméga 3 et qui s'évalue 2 prix d'innovation. Donc, à la base, on part avec cette farine-là. Ce que je tiens à vous expliquer, c'est que c'est beaucoup plus qu'une recette. C'est vraiment une analyse poussée de l'interaction entre chacune des farines qui la composent. Et je vous donne l'anecdote que je donne souvent à mes élèves pour bien comprendre de quoi il en ressort. Cette farine-là, après qu'on ait gagné un de nos premiers concours en 2013, CETAC 2013, c'est sûr que ça a augmenté les ventes. Et j'ai reçu un nouveau lot de farine 1 mois plus tard et ma recette, qui est au gramme près, on s'entend, ce n'est pas des tasses à mesurer, c'est devenu un flop complètement total. Pourtant, déjà à la base, j'ai des moutures spécifiques pour mes farines, j'ai des taux d'humidité spécifiques des grains que l'on met en farine. Mais au-delà de ça, avec un nouveau lot de farine, à ce moment-là, c'était le riz, mais ça peut être le quinoa, l'amaranth, le sarrasin, ma recette ne fonctionnait plus du tout. Et donc, j'ai rencontré des spécialistes au CRDA à Saint-Hyacinthe qui m'ont aidé à comprendre encore plus loin ce que c'est vraiment que la farine. Et je vous l'explique aujourd'hui. C'est vivant, en fait. Donc, le grain pousse et est récolté, puis est mis en farine. Si on a une année pluvieuse, on n'a pas de contrôle sur Mère Nature. Il y a plein de choses qu'on peut contrôler, mais Mère Nature, on ne peut pas la contrôler. Donc, le grain qui a été récolté dans une année pluvieuse va avoir tendance à boire beaucoup moins d'eau. Vice-versa, si c'est une année de saison vraiment sèche, le grain qui va être mis en farine va vouloir boire plus d'eau. Et donc là, ça change vraiment tous les paramètres parce que ou bien on a moins d'absorption du liquide ou on a plus d'absorption du liquide. J'ai compris à ce moment-là qu'au-delà d'une recette que j'avais élaborée au gramme près,
Je devais maintenant analyser mes farines quand je les reçois pour voir vraiment leur absorption, leur granulométrie, un paquet de choses finalement qui assurent que lorsque tout est emballé et mis sur le marché, on a toujours le même résultat de fois en fois, de l'eau de farine, de l'eau à farine et ainsi de suite. Donc voilà, c'est sûr que la base va être la farine tout usage, la merveilleuse. Au-delà de ça, en comprenant tous les autres paramètres que je vous explique aujourd'hui, vous allez être à même, vous aussi, de faire vos propres expériences à la maison. Pour moi, la cuisine, c'est définitivement une passion. J'ai réussi une farine que je nomme la merveilleuse parce que oui, elle fait des merveilles en cuisine, mais en comprenant les paramètres, si vous décidez de travailler avec d'autres ingrédients, eh bien là, vous allez au moins pouvoir analyser vos propres résultats et comprendre et améliorer ce que vous êtes en train d'essayer de faire à la maison. Donc, on a l'eau. C'est bien certain. Donc, on va avoir l'eau et on demande une température qui est précise. Donc, moi, je dis toujours, tout bon boulanger se doit d'avoir un thermomètre. Ça coûte vraiment pas cher. Ça se trouve dans plusieurs endroits. Regardez, dans les quincailleries, dans les pharmacies, les magasins spécialisés aussi. Donc, on peut se procurer un thermomètre et ça nous permet d'avoir vraiment de la précision. Comme vous voyez, c'est un thermomètre numérique, ce n'est pas un thermomètre à bonbons. Donc, on a vraiment une précision qui est vraiment importante. Pourquoi c'est si important que ça, la précision en boulangerie? Alors là, je vous amène à la levure. La levure et l'eau ont une interaction entre elles. La levure que je vous présente aujourd'hui, c'est la levure Instafirm de l'allemand. Il y a d'autres levures qui existent sur le marché. Les recettes que je vais vous proposer aujourd'hui, ça prend vraiment de la levure instantanée. Donc, on a sur le marché des levures traditionnelles qui demandent à prendre action dans l'eau. Donc, on met la levure dans l'eau et là, au bout de 10 minutes, ça se met à bouillonner, la levure prend vie. Moi, les recettes que je propose, c'est plutôt de la levure instantanée que l'on doit mélanger aux ingrédients secs. Donc, instantané, rapide, four à pain, ça veut tout dire la même chose quand vous allez vous procurer une levure sur le marché. Instafirm de l'allemand est également une levure rapide. La raison pour laquelle c'est vraiment mon coup de cœur à moi, ma levure préférée d'entre toutes, c'est que tout d'abord, c'est une levure qui est sans OGM. Pour moi, c'est vraiment important. Donc, elle est vraiment de grande qualité. On n'utilise pas le maïs pour faire proliférer les petits champignons qui vont créer la levure. Donc, à la base, elle est sans OGM. Et elle est vraiment aussi au niveau du goût. Moi, je trouve qu'elle développe un goût qui est beaucoup moins acidulé que d'autres levures qu'on peut se retrouver sur le marché. Et côté conservation, pour avoir testé plusieurs levures, souvent on arrive à la date d'expiration, même si la levure semble encore être bonne selon la date, parfois on n'a pas d'action et c'est que la levure ne fonctionne plus. Moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre tout simplement ma levure qui est sous vide et je la mets dans un pot de verre que je conserve au réfrigérateur. Et après 1 an, j'ai fait des tests et ma levure, elle est encore bonne. Donc, voici pour la levure. Maintenant, côté levure, côté eau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la levure, même si on la mélange dans les ingrédients secs, va prendre action sous le mélange qui va être créé avec l'eau, tout ça, et la température qu'on va donner à notre eau. Si la température est froide, la levure va prendre plus de temps à donner l'action, donc à faire lever le pain. Inversement, plus on a une température chaude, plus la levure va être active rapidement et plus vraiment la pâte va lever rapidement. En haut de 55 degrés Celsius, par contre, à ce moment-là, la levure meurt. Donc, il faut comprendre que si on dépasse cette température-là, on n'aura pas du tout d'action. Ça, c'est vraiment important aussi. La levure, elle fait gonfler la pâte. Oui, c'est une chose. Mais ce qu'elle fait en faisant gonfler la pâte, c'est qu'elle liquéfie la pâte également. Et ce que j'explique toujours à mes élèves, c'est qu'une pâte qui va être trop liquide à la cuisson va recaler. Tantôt, dans les pains que j'ai faits, je me suis amusée à jouer avec ces paramètres-là, justement. Donc, une pâte trop liquide à la cuisson va recaler. Souvent, on se dit quand on fait du pain, « Ah, je vais le laisser lever un petit peu plus, là. Il va être encore plus beau. » Souvenez-vous toujours que quand vous faites ça, si on pousse trop la levée dans le moule, on liquéfie trop notre pâte et le pain qui lève bien au four va recaler à la cuisson. À l'inverse, si on n'a pas assez fait travailler la levure, c'est une multiplication en fait de levure. Moi, je les appelle mes bébés levures. Donc, là, la levure se multiplie. Si on ne l'a pas fait assez travailler à la première levée,
On ne peut pas aller tout regagner à la seconde levée au four avant la cuisson. Donc, à ce moment-là, on va avoir une pâte plus épaisse parce que la levure a un rôle de liquéfier la pâte. Si elle ne travaille pas assez, la pâte, elle est plus épaisse. Une pâte plus épaisse va avoir plus de difficultés à relever à la deuxième levée, donc la levée va être plus longue. Mais ce que ça fait aussi, et que vous avez sûrement déjà observé à la maison, deux choses. Ou bien on se ramasse avec un gros trou dans le milieu du pain, parce que le pain va lever sur le dessus, mais le bas a de la difficulté à suivre, ou on a, moi, ce que j'appelle une grotte. Donc, la croûte décolle vraiment de la mie. Donc, la pâte qui a pris trop de temps à lever, le pain commence même à s'assécher et à ce moment-là, la croûte décolle. Donc, quand vous allez faire vos expériences à la maison, vous allez avoir compris ça et donc vous allez pouvoir jouer avec vos paramètres. Autre chose qu'on utilise en boulangerie dans les recettes, c'est le sel. Donc, le sel, il est important. Et le sel est caché dans ma petite main de sel, on va l'utiliser tantôt. Le sel va donner un goût, c'est sûr, au pain. Donc, on a un bon petit goût salé, mais le sel a un rôle aussi important. La quantité qui est déterminée dans une recette, elle a été basée sur l'interaction chimique totale de la recette. Le sel va retarder l'action de la levure et inversement, s'il n'y a pas assez de sel, l'action de la levure, à ce moment-là, elle ne sera pas retardée, ça va être l'inverse, elle va être augmentée. Donc, quand à la maison, vous décidez de changer des paramètres, si vous décidez d'augmenter le sel parce que vous trouvez que le pain n'est pas assez salé, dites-vous une chose, la levée va être plus longue. Si on garde les mêmes temps de levée, on n'aura pas une pâte qui va s'être liquéfiée autant. Inversement, quand vous décidez de diminuer le sel dans une recette, ce qui va se produire, si vous gardez les mêmes temps de levée, les mêmes paramètres, ça va être une pâte possiblement trop liquide qui va ensuite recaler à la cuisson parce qu'on va avoir donné trop d'action à notre levure. Ça prend du sucre. La levure se nourrit également, elle va se nourrir des amidons qui sont contenus dans la farine et de sucre. C'est important. On peut travailler avec un sucre de canne, sirop d'érable, miel, en autant qu'il y a un agent sucrant pour aider à la levure à se nourrir. Et en plus, ce que ça fait, le sucre, c'est que ça va venir rendre la croûte plus dorée et également plus molle. On a une croûte qui est moins dure. Fait que ça, c'est important aussi, cet aspect-là. Ça ne prend pas une grande quantité, mais la quantité, elle est importante. Les œufs, les fameux œufs en boulangerie sans gluten. En boulangerie traditionnelle, on voit rarement des œufs apparaître dans les recettes. Ça arrive, mais dans une recette de pain de base, c'est plus rare. Tandis qu'en boulangerie sans gluten, on va souvent utiliser les œufs. Pourquoi? Pour deux raisons. L'œuf agit en tant que liant, naturellement, donc c'est un liant. Mais l'œuf va aider aussi à faire gonfler le pain. Donc, quand on utilise des œufs en boulangerie sans gluten, forcément, on obtient un pain qui lève plus, qui va être encore plus doré à la cuisson et qui va avoir une mie plus aérée également. Les recettes que je vais vous proposer, je tiens à le dire, les recettes, il va y avoir autant dans les fichiers PDF qu'on va vous proposer des recettes avec ou sans œufs. Personnellement, j'ai toujours aimé beaucoup les pains au levain qui ont une mie plus dense. Donc, quand on travaille sans œufs, on obtient une belle mie qui va juste être légèrement plus dense et c'est aussi agréable. Donc, que l'on soit intolérant ou non, qu'on consomme des œufs ou non, moi, je vous donne vraiment toutes les solutions dans les recettes que je vous propose. Et pour terminer, le vinaigre de cidre de pomme. Donc, le vinaigre de cidre de pomme, parfois je lis sur les blogs, les forums, tout ça, et les gens posent des questions et je vois des réponses. Et une des réponses que j'ai déjà vues, c'était que le vinaigre de cidre va aider à faire lever le pain. C'est faux. Le vinaigre de cidre agit vraiment à deux niveaux. Il agit en tant que rehausseur de goût. Souvent, les recettes sans gluten, c'est des farines de riz blanc, fécule de maïs, fécule de pommes de terre. Donc, quand on travaille avec ces ingrédients-là qui, à la base, n'ont pas de goût, on veut utiliser un rehausseur de goût pour amener un petit quelque chose au pain. Ceci étant dit, moi, comme j'utilise des farines qui sont très goûteuses, je n'utilise pas systématiquement le vinaigre de cidre de pomme. Son utilité, c'est vraiment un agent de conservation naturel. Du jus de citron frais, la même chose. Donc, retenez toujours que le vinaigre de cidre de pomme, son rôle dans une recette de boulangerie, c'est d'aider à prolonger la durée de vie sur le comptoir de votre pain. Nous, comme on est une grande famille, le pain dure 2-3 jours, même pas sur le comptoir. Donc, c'est très rare que je vais en mettre. Honnêtement, j'en mets plus l'été. L'été, quand on a des chaudes températures, des taux d'humidité, tout ça, à ce moment-là, le vinaigre de cidre va vraiment m'aider à prolonger la durée de vie de mes pains. Et dernière chose, là, tantôt, on va faire les recettes. Je vais vous montrer plein de choses. La grandeur du moule, imaginez-vous donc
que même ça a un impact en boulangerie sans gluten. Donc, on a différentes grandeurs de moules. On a des moules 8 par 4. On a des moules 9 par 5. Là, je parle en pouces. Donc, il faudrait faire le transfert en centimètres. Et ça ici, c'est un moule en verre de 7 pouces de diamètre que j'aime énormément. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment suivre les indications données dans la recette. Si une recette demande un moule 8 par 4 et qu'on utilise un moule 9 par 5, la pâte sans gluten va se perdre. Il n'y a pas une grande différence, mais la différence, elle est assez grande pour que le pain à la deuxième levée ne soit pas assez heureux. En fait, le moule est trop grand et il ne lèvera jamais autant. On va avoir un pain vraiment plus plat. Quand on nous demande un moule 8 par 4, moi, souvent, c'est le 7 pouces de diamètre que j'aime utiliser. Ça s'équivaut les deux ensemble et j'aime vraiment l'utiliser parce que ça me fait une belle petite miche ronde. Donc, détail important qui peut sembler anodin, retenez la grandeur du moule. Et inversement, si une recette est créée pour un moule 9 par 5 et qu'on le met dans un 8 par 4, le pain va vraiment déborder. Vous allez voir tantôt, la pâte sans gluten, c'est pas comme une pâte traditionnelle, c'est une pâte qui est quand même plus liquide, comme une pâte à gâteau très épaisse. Et elle doit vraiment porter appui sur les rebords du moule pour monter. Une fois qu'on dépasse le moule, on cuit et là, à la cuisson, le pain va figer. Mais si on veut vraiment forcer la levée, ça va tomber et là, vous allez avoir un dégât dans le fond de votre four. Peut-être même vous l'avez déjà vécu. Voilà. Donc, c'est pour les paramètres. Maintenant, on va aller au pain avec vraiment des changements que j'ai faits dans les paramètres pour vous montrer à quel point ça a un impact. J'espère vraiment qu'en ayant compris les paramètres, peu importe après ça la recette que vous allez utiliser à la maison, vous allez être capable d'analyser vos résultats et de comprendre et de savoir que dès qu'on change ne serait-ce qu'un paramètre, un ingrédient, les œufs, le sel, la température de l'eau, tout ça a un impact vraiment crucial sur la recette et ça va vous permettre de comprendre ce que vous faites, peut-être qui fait en sorte que vous n'avez pas une réussite totale et de vous permettre d'améliorer vos résultats. Voilà.